À puissance maximale aérobie, les inventeurs observent une augmentation du temps de maintien et une diminution de la production de lactate, moins 1,2 ml par litre. Sur des sprints de 20 secondes, ils mettent en évidence une amélioration des pics de puissance de 4 à 6% avec le plateau Q-Ring. Sur des tests de Wingate. Traditionnellement, les plateaux sont ronds. Cela signifie que le bras de levier est le même à chaque angle du cycle de pédalage et que la force théorique nécessaire pour entraîner la roue est la même à chaque instant du cycle de pédalage. Or, dans la pratique, le membre inférieur n'est pas capable de fournir la même force sur la totalité du cycle de pédalage. C'est à partir de cette observation que de nombreux inventeurs se sont penchés sur une évolution possible des plateaux. Il existe plusieurs types de plateaux, tels que le Paul Schlopek, commercialisé en 1978 par Edmond Paul Schlopek. Aussi le Biopace, conçu par la société Shimano en 1983, qui est un plateau ovoïde. Il y a aussi le plateau ogival, commercialisé par SAS Ogival en 1993. Ou encore le plateau Q-Ring, commercialisé en 2005. Il est sans doute un des produits les plus répandus sur le marché, caractérisé par une diminution du temps passé sur les points noirs bas et hauts et d'augmenter le temps passé sur les points forts avec une augmentation de 3% de la puissance lors d'un test incrémenté. Cependant, le monde du cyclisme avait besoin d'une révolution modernisée qui va ajouter une valeur sûre au vélo d'une part, et d'encourager l'aspect sportif et de performance d'autre part. En effet, le cyclisme moderne est un sport où la composante technologique prend une place de plus en plus importante dans la performance du coureur. Avec l'optimisation des méthodes d'entraînement et de récupération, nous pouvons observer une diminution des différences entre les meilleurs coureurs. Un des leviers sur lequel les équipes et les coureurs peuvent agir pour faire la différence avec les adversaires, c'est sur le matériel. Les équipes professionnelles et nationales, en association avec les industriels du cycle, investissent beaucoup en recherche et développement pour rendre le matériel de plus en plus performant. Le sport cycliste touche ainsi à beaucoup de domaines d'ingénierie dans un but de rendre le matériel toujours plus performant en optimisant la forme du vélo et de la position du cycliste, en rendant les vêtements plus performants, c'est-à-dire en respirant tout en gardant l'imperméabilité aux éléments extérieurs. Aussi, dans le domaine du pneumatique, les boyaux sont plus performants en termes d'adhérence et résistants au roulement. Aussi, s'investir dans un capteur de puissance de qualité, synonyme de changement de vitesse électronique, ou dans des roues plus aérodynamiques, rigides, avec un effet d'inertie plus légère, et enfin, s'investir dans un cadre de vélo plus léger, plus résistant et plus rigide tout en gardant une maniabilité. Cette liste non exhaustive illustre les nombreux domaines qui peuvent améliorer l'efficacité du cycliste. Le rôle de l'ingénieur de la performance est d'avoir en tête que le matériel ne suffit pas, mais qu'il faut surtout qu'il soit adapté au coureur pour qu'il permette un gain de performance. Un exemple de quête de matériel le plus performant est le cas des plateaux ovoïdes, asymétriques. Un buzz médiatique s'est alors créé autour de ces plateaux, leur attribuant une part de l'hégémonie de ces coureurs sur les routes des Tours et des Jeux Olympiques. Certes, l'utilisation de ces plateaux asymétriques engendre une modification positive de pattern de pédalage. Cette modification de pattern pourrait entraîner une meilleure efficacité du pédalage du coureur qui se traduirait par un gain significatif de performance. La paternité de la création de la bicyclette n'est pas clairement définie dans l'histoire. Elle a connu de nombreuses améliorations techniques. On se souvient de la Draisienne, ce vélocipède commercialisé par Michaud dans les années 1850 qui peut être considéré comme les origines du vélo. Mais l'engin qui se rapprocherait plus du vélo est le Rover. En 1884, il sort le premier vélo avec une chaîne de transmission. Depuis lors, de nombreuses améliorations techniques ont été apportées. Cette chaîne de transmission doit permettre de transférer la force utile des membres inférieurs à la roue arrière pour avancer. Aussi, les plateaux, les pignons permettent de démultiplier la force produite par le cycliste. Les plateaux et les pignons sont des bras de levier plus ou moins importants permettant de faire parcourir à la roue une distance plus ou moins grande. C'est ce qu'on appelle le développement qui s'exprime en mètres. En jouant judicieusement avec le développement, il peut ainsi toujours trouver une cadence optimale en fonction des difficultés des parcours. Sur des tests de Wingate, on observe une augmentation de la puissance pic de 4 à 9% et une augmentation de la cadence moyenne de 5 roulements par minute. L'utilisation du Q-Ring pour une même puissance entraînerait une augmentation des pics de force de 0,3 N par kg par rapport au plateau traditionnel. Et enfin le plateau asymétrique qui a été commercialisé en 1993. L'objectif du constructeur est de faire varier le rayon du plateau proportionnellement à la force développée par le membre inférieur et encore de diminuer le couple de force au point mort, haut et bas, où la jambe est moins forte et augmenter le rayon du plateau là où la jambe est plus forte. Des études ont montré une accélération de la vitesse de rotation au point mort haut et bas avec le plateau symétrique, tandis qu'il y a une diminution de la vitesse de rotation en face des poussées traction. Cette même étude a montré une augmentation de la puissance maximale aérobie de 3,5% pour une même vélo max. Un rapport interne montre aussi une augmentation du rendement énergétique de 2 points. Les auteurs ont montré une augmentation de puissance de 8%.
Les avis sont différents sur l'augmentation des performances aérobies grâce à ces plateaux. Certaines études aboutissent à une absence de différence entre les plateaux ronds et les plateaux asymétriques. En fin de compte, les plateaux asymétriques engendreraient une modification du pattern de pédalage et du coup de pédale du cycliste à la nouvelle forme des plateaux, ce qui entraînerait une meilleure efficacité mécanique lors du déplacement. Les tests en laboratoire ont constaté que les valeurs physiologiques sont strictement identiques entre les plateaux circulaires et les plateaux asymétriques. Néanmoins, ils ont pu observer une diminution de la fréquence cardiaque moyenne sur l'ensemble du test PMA avec une diminution de 5 pulsations. Cela peut expliquer un meilleur rendement avec ces plateaux. Pour ce qui est des données psychophysiologiques, on peut observer quelques tendances. À intensité faible, inférieure au seuil, la douleur perçue dans les membres inférieurs serait plus importante avec les plateaux asymétriques. Mais quand le coureur passe le seuil en aérobie, cette tendance s'inverserait et c'est avec le plateau rond qu'il ressentirait le plus de douleur. Pour le plaisir ressenti à pédaler avec les plateaux, les résultats sembleraient suivre la même tendance. Avec plus de plaisir avec les plateaux asymétriques au seuil, on sait qu'il y a une forte corrélation entre le plaisir et la douleur perçue. On peut donc expliquer ces résultats par le fait que lorsque le coureur est à effort sous maximale, intensité 1, intensité 2, il n'arrive pas à être efficace avec les plateaux asymétriques. Cela pourrait être dû à deux composantes. Soit la force développée n'est pas assez importante, soit la cadence demandée n'est pas assez élevée. La seconde explication serait la plus probable. Donc, on pourrait déduire une zone de confort d'utilisation des plateaux asymétriques qui se situerait entre 90 et 102 roulements par minute.